À la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, notre planète était une Terre d'une dynamique fascinante et inévitablement en mutation. Pour comprendre véritablement ce qui a conduit à la plus grande extinction massive de l'ère mésozoïque, celle des dinosaures non aviens, il est primordial d'examiner le contexte global dans lequel se trouvait la Terre à cette époque. Cette période charnière révèle une planète en pleine transformation sur plusieurs niveaux, géologique, climatique, biologique et océanique. C'est cette toile de fond mouvante qui a préparé le terrain à ce qui allait suivre, un événement qui allait bouleverser la biosphère terrestre de façon irréversible. Commençons tout d'abord par la configuration de la surface terrestre. Pendant le Crétacé supérieur, les continents n'étaient pas disposés comme aujourd'hui. La Pangée, ce supercontinent originel du Mésozoïque, s'était depuis longtemps fragmenté, laissant place à des masses terrestres en cours de séparation. L'Amérique du Nord et du Sud s'en éloignait progressivement. L'Afrique prenait la forme d'un continent distinct, tandis que l'Inde, encore isolée, dérivait lentement vers le nord, en direction de l'Asie. Ce mouvement tectonique façonnait des océans en pleine expansion, notamment l'océan Atlantique qui s'élargissait sans cesse, repoussant les terres émergées vers leur configuration future. Cette tectonique active engendrait aussi une importante activité volcanique. Les dorsales océaniques, ces crêtes sous-marines où se forme la nouvelle croûte terrestre, étaient particulièrement actives, ce qui ajoutait une dynamique géologique intense, source de nouvelles terres, mais aussi de sérieuses variations dans l'environnement atmosphérique et océanique. Les éruptions de grandes provinces volcaniques, comme celle du Traps du Deccan en Inde, commençaient à s'intensifier, libérant d'énormes volumes de gaz dans l'atmosphère, notamment du dioxyde de carbone et des aérosols soufrés. Le climat dans ce paysage en constante évolution oscillait entre stabilité relative et épisodes de changements brusques. Globalement, le Crétacé était une période chaude, comparée à notre climat actuel, souvent qualifié de période de serre, avec des températures globales élevées et un niveau de dioxyde de carbone atmosphérique significativement supérieur à celui d'aujourd'hui. Cependant, cette chaleur n'était pas uniforme partout. Des zones polaires, où la banquise n'existait pas encore, bénéficiaient d'un climat bien plus doux, ce qui favorisait une biodiversité abondante. L'atmosphère riche en CO2 créait un effet de serre naturel qui contribuait au maintien de températures élevées, avec des mers chaudes et un niveau marin élevé qui noyait une grande partie des terres basses sous des océans peu profonds. Ces mers peu profondes, qui recouvraient des régions aujourd'hui terrestres, étaient le théâtre d'écosystèmes marins riches et diversifiés. Les récifs coralliens proliféraient. Les ammonites, ces mollusques marins caractéristiques et emblématiques, étaient omniprésentes, et une faune marine foisonnante peuplait ces eaux. Cette multitude de niches écologiques marines jouait un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre écologique global. Sur terre ferme, la végétation connaissait un paysage varié, dominé par les gymnospermes, conifères, fougères, cycas, mais marquant aussi l'essor spectaculaire des angiospermes, ces plantes à fleurs qui conquéraient progressivement tous les continents. Cette révolution botanique modifiait les chaînes alimentaires terrestres et structurait de nouveaux habitats qui allaient être essentiels pour le développement des dinosaures et d'autres groupes animaux. Les forêts denses, parfois marécageuses, offraient des refuges et de la nourriture à une faune variée allant des petits mammifères aux grands reptiles, y compris les célèbres dinosaures herbivores et carnivores. Au cœur de cette planète changeante, l'activité volcanique, les fluctuations climatiques et la tectonique créaient un environnement instable, propice aux bouleversements écologiques.
Mais il ne s'agissait pas seulement d'une planète physiquement agitée. Ces mutations affectaient aussi la chimie des océans et de l'atmosphère, avec des implications sur la biosphère globale, un réseau complexe d'interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Ainsi, à la fin du Crétacé, la Terre était une planète qui respirait, évoluait et s'adaptait en permanence. Mais elle portait également les prémices d'une crise imminente. Si ces changements n'étaient pas en eux-mêmes synonymes de catastrophe, ils avaient établi un fragile équilibre, prêt à être perturbé par un facteur externe, un événement majeur qui allait provoquer un bouleversement profond et soudain. Cette perspective montre que l'extinction des dinosaures ne relève pas d'un simple épisode ponctuel et isolé, mais s'inscrit dans un contexte plus large de transformation planétaire. La Terre, à la fin du Crétacé, était en mutation. Une scène dynamique et parfois instable, où des processus lents et continus se mêlaient à des événements brutaux. Dans les sections suivantes, nous explorerons ces processus en détail pour comprendre comment cette planète en mouvement a conduit à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la vie sur Terre. Les dinosaures, ces créatures fascinantes qui ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années, incarnent une incroyable histoire d'évolution, d'adaptation et malheureusement de vulnérabilité. À la fin du Crétacé, ils représentaient une diversité éblouissante et une domination écologique presque absolue, pourtant tout aussi fragile qu'impressionnante. Pour comprendre leur destin et ce qui a réellement causé leur extinction, il est essentiel de plonger dans l'exploration détaillée de leur diversité, de leur mode de vie et des contraintes auxquelles ils étaient soumis. Dans les communautés terrestres du Crétacé supérieur, les dinosaures constituaient les groupes faunistiques dominants. Ils occupaient une vaste gamme d'écosystèmes, du littoral aux forêts denses, des plaines ouvertes aux zones montagneuses. On les trouve dans presque tous les habitats terrestres de cette époque. Leur diversité est impressionnante, tant en taille, en forme, que dans leurs habitudes alimentaires et de comportement. Certains étaient gigantesques, comme les sauropodes, véritables géants pas si communs à la fin du Crétacé, mais témoignant d'un passé où ces herbivores colossaux peuplaient abondamment les zones forestières. D'autres, plus petits, mais tout aussi fascinants, comme les dromaeosauridés, proches parents des oiseaux modernes, montraient des adaptations très élaborées à la chasse et à la mobilité. D'un point de vue taxonomique, la grande majorité des dinosaures du Crétacé appartiennent à deux grandes lignées: les théropodes, essentiellement carnivores, et les ornithischiens, groupe varié d'herbivores, allant des hadrosaures, avec leur bec de canard, aux ankylosaures blindés, sans oublier les cératopsiens, reconnaissables à leurs cornes impressionnantes. Chacune de ces lignées présente une adaptation évolutive remarquable, s'insérant dans un équilibre écologique où la prédation, la compétition et la niche écologique étaient finement réglées. La domination des dinosaures au sommet des chaînes alimentaires s'appuyait sur leur grande diversification évolutive. Les théropodes, dont le plus célèbre est sans doute le Tyrannosaurus rex, étaient à la fois des prédateurs puissants et des chasseurs opportunistes. Leur anatomie, alliant une vision stéréoscopique, des dents acérées et une musculature adaptée, leur permettait de régner en maître sur les carnivores terrestres. À côté, les herbivores avaient développé aussi des adaptations variées. Certains, dotés de becs sophistiqués et de dents spécialisées, pouvaient traiter efficacement la végétation complexe des forêts crétacées. Pourtant, cette domination n'était pas une garantie d'immortalité. Les dinosaures, malgré leur succès, présentaient aussi des vulnérabilités inhérentes à leur biologie et à leur environnement. Leur grande taille, notamment chez les sauropodes et les cératopsiens,
demandaient des ressources alimentaires impressionnantes, ce qui les rendait particulièrement sensibles aux fluctuations des écosystèmes, l'altération des habitats ou des modifications climatiques importantes. De plus, la reproduction des dinosaures, fortement dépendante d'œufs et d'un taux de survie juvénile fluctuante, exposait leur population à des risques accrus en période de stress environnemental. Par ailleurs, l'écosystème du Crétacé tardif incluait d'autres groupes compétiteurs et prédateurs, notamment les mammifères, encore petits mais évolutifs, et les reptiles marins ou volants. Ces derniers occupaient des niches différentes, mais pouvaient indirectement influencer les équilibres biologiques terrestres. Ainsi, la biodiversité complexe, bien que riche, était aussi fragile devant les changements rapides. Les dernières études paléontologiques ont révélé que la diversité des dinosaures non-aviens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement ancêtres des oiseaux, avait décliné progressivement dans certaines régions avant l'extinction finale. Ce déclin semble lié à de multiples facteurs, dont des modifications du climat, des perturbations dans les réseaux trophiques et des événements géologiques tels que le volcanisme intense. Cette vulnérabilité mise à jour signe que les dinosaures, malgré leur apparence de maîtres incontestés du monde terrestre, étaient dans une phase de déséquilibre sous-jacent. Un autre aspect souvent méconnu concerne la biologie de certains groupes spécifiques. Par exemple, les hadrosaures ont montré une capacité remarquable à adapter leur régime alimentaire et leur dentition à des changements environnementaux, ce qui explique leur multiplicité d'espèces et leur grande répartition géographique. En revanche, d'autres groupes plus spécialisés, tels que les cératopsiens, semblaient moins flexibles face aux changements rapides. Cette disparité dans les capacités adaptatives a certainement joué un rôle dans le sort inégal des différentes espèces au tournant du Crétacé paléogène. Il est également important de ne pas oublier la complexité du comportement social des dinosaures. Certaines espèces vivaient en troupeaux, comme le montrent les sites fossiles, regroupant de nombreux individus, ce qui pouvait favoriser la protection mutuelle et une meilleure exploitation des ressources. Pourtant, cette même socialité pouvait devenir un handicap lorsque les crises environnementales bouleversaient soudainement les chaînes alimentaires, rendant les populations massivement vulnérables au manque de nourriture et aux maladies. En somme, à la toute fin du Crétacé, les dinosaures étaient à la fois des figures de puissance incontestées et des groupes exposés à un contexte de plus en plus instable. Leur incroyable diversité, leur domination des écosystèmes terrestres, coexistaient avec des fragilités importantes. Ces failles dans leur adaptation et leur écologie expliquent en grande partie pourquoi, face à un ou plusieurs événements cataclysmiques, comme l'impact d'un astéroïde ou les éruptions volcaniques, sujet que nous aborderons plus en détail dans les sections suivantes, les dinosaures non-aviens n'ont pas réussi à survivre. Cette dualité entre force et vulnérabilité est au cœur de toute réflexion sur l'extinction des dinosaures. Elle illustre que même les espèces les plus dominantes de l'histoire de la Terre ne sont jamais définitivement assurées d'une survie éternelle. Comprendre cette complexité nous rapproche de la vérité sur ce qui a vraiment tué les dinosaures et suggère une leçon profonde sur la fragilité de la vie dans un monde en perpétuel changement. Le Mésozoïque supérieur, s'étendant approximativement de 100 à 66 millions d'années avant notre ère, est une période particulièrement fascinante à étudier pour comprendre le cadre climatique et environnemental dans lequel vivaient les dinosaures avant leur extinction. Cette ère, qui correspond aux dernières phases du Crétacé, est caractérisée par une série de transformations climatiques, géographiques et biologiques qui ont profondément influencé les formes de vie de l'époque. En explorant ces éléments, nous découvrons un paysage à la fois dynamique et complexe, propice à une biodiversité foisonnante, mais également marqué par des fragilités sous-jacentes.
Dès le début du Mésozoïque supérieur, le climat de la Terre était globalement chaud, bien plus qu'aujourd'hui, avec des températures moyennes élevées qui créaient un environnement thermiquement favorable à de nombreuses espèces. Ce climat de type greenhouse, effet de serre intense, était principalement dû à une concentration plus élevée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, issu en partie d'une activité volcanique soutenue et d'autres processus naturels. Cette atmosphère riche en gaz toxiques, pour certaines formes de vie, mais indispensable pour le maintien de températures élevées, favorisait notamment une mer largement expansive et des zones tropicales couvertes de végétation luxuriante. Les océans, alors très chauds et à un niveau globalement plus élevé qu'aujourd'hui, recouvraient une grande part des terres émergées. Cette élévation du niveau de la mer, amplifiée par la fonte des calottes glaciaires quasi inexistantes, provoquait l'inondation de nombreuses régions terrestres. Les vastes mers intérieures peu profondes s'étendaient alors entre les continents, créant un habitat marin exceptionnellement productif et diversifié, qui nourrissait une vie marine foisonnante, composée notamment d'ammonites, de mosasaures et de différentes familles de poissons. Sur les terres, le paysage végétal reflétait également ce climat chaud et humide, bien que ponctué de zones plus sèches. La transition majeure du Mésozoïque supérieur est l'intensification de la diversification des angiospermes, ces plantes à fleurs qui ont révolutionné les écosystèmes terrestres par leur capacité à coloniser rapidement de nouveaux habitats grâce à des adaptations reproductives efficaces. Leur essor a transformé peu à peu la structure des forêts, remplaçant lentement certaines gymnospermes, comme les conifères, tout en créant des niches nouvelles pour une faune variée, dont les insectes pollinisateurs et bien sûr les dinosaures herbivores. On peut aussi noter la complexité des sociétés végétales, allant des plaines herbeuses aux forêts denses, parfois marécageuses, qui formaient un réseau écologique très élaboré, propice à une multitude d'espèces. Ces écosystèmes terrestres étaient dynamiques, avec des cycles de succession végétale influencés par les variations climatiques régionales, les périodes de sécheresse ponctuelles, mais aussi par des perturbations naturelles, comme les incendies ou les tempêtes. Les températures polaires du Mésozoïque supérieur, notamment dans les régions proches du pôle sud, étaient bien plus clémentes qu'aujourd'hui, avec un climat modéré et sans glaciation permanente. Cette absence de calotte glaciaire, marquée près des pôles, explique en partie l'élévation généralisée du niveau des mers. En retour, elle créait un gradient thermique moins prononcé entre l'équateur et les régions polaires, ce qui influençait la circulation océanique globale et la distribution des espèces. Néanmoins, la stabilité de ce climat chaud était entrecoupée par des fluctuations importantes, souvent liées à l'activité tectonique intense et aux éruptions volcaniques majeures, comme celle des trappes du Décan en Inde. Ces événements libéraient dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz soufré et de CO2, susceptibles de modifier rapidement les conditions climatiques à l'échelle globale. Les variations à court terme pouvaient provoquer des refroidissements passagers, des pluies acides et une acidification des eaux marines. Le cycle du carbone était particulièrement sensible en cette période, avec des échanges complexes entre l'atmosphère, les océans et la biosphère terrestre. La prolifération massive des plantes et des organismes photosynthétiques contribuait à l'absorption du CO2 atmosphérique, tandis que les éruptions volcaniques et la décomposition organique libéraient à nouveau ces gaz dans l'atmosphère. Ces interactions généraient des oscillations climatiques, pouvant durer de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années, protocole naturel d'une Terre en perpétuel changement. Les écosystèmes marins ne furent pas en reste, avec à la fois une grande richesse en espèces, mais aussi une sensibilité accrue
aux variations de température, de salinité et de composition chimique de l'eau. L'acidification des océans, provoquée en partie par la concentration croissante de CO2, menaçait particulièrement les organismes à coquilles calcaires, comme les coraux et les mollusques, éléments essentiels des chaînes alimentaires marines. Au final, le climat et l'environnement du Mésozoïque supérieur décrivent une terre d'une richesse infinie, mais soumise à des forces naturelles puissantes, parfois déstabilisantes. Ces conditions favorisaient le développement d'une vie spectaculaire, mais aussi une certaine fragilité écologique, dans un système où le moindre déséquilibre pouvait engendrer des conséquences majeures. Dans ce contexte mouvant, la planète préparait en silence le théâtre d'une extinction massive, où les interactions complexes entre climat, tectonique, volcanisme et biosphère allaient se conjuguer pour définir le cours de l'évolution terrestre. Ce panorama du Mésozoïque supérieur constitue ainsi le cadre indispensable à la découverte des premières preuves concrètes de cette extinction majeure que nous explorerons dans la prochaine section. À mesure que les scientifiques ont commencé à étudier les strates géologiques qui marquent la transition entre le Crétacé et le Paléogène, ils ont fait une découverte aussi surprenante qu'inattendue. L'existence de signes clairs témoignant d'une extinction massive, affectant profondément la biodiversité terrestre et marine. Ces premières preuves ont jeté les bases d'une véritable révolution dans notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre, révélant que la disparition des dinosaures ne fut pas le fait d'une lente disparition progressive, comme certains le pensaient, mais bien le résultat d'un événement brutal et global. Le point de départ de cette découverte remonte à la fin des années 1970, lorsque des géologues et des paléontologues analysaient la composition des couches sédimentaires dans différentes régions du globe. Ils remarquèrent particulièrement une couche fine et sombre, visible dans les carottes de sédiments, très nettement marquée dans plusieurs sites simultanément, comme ceux du Danemark, de la péninsule du Yucatan au Mexique et du New Jersey aux États-Unis. Cette couche, appelée la couche limite KPG, pour Crétacé paléogène, contenait plusieurs anomalies révélatrices. L'une des premières surprises vint de la constatation que cette limite était associée à un net effondrement de la biodiversité fossile. Les fossiles d'organismes caractéristiques du Crétacé, notamment ceux des grands dinosaures non aviens, se raréfiaient soudainement au-dessus de cette couche, alors que les couches inférieures en regorgeaient. Ce schéma était constaté à l'échelle mondiale. Dans les mers, de nombreuses espèces d'ammonites, de foraminifères et de coraux disparaissaient brusquement, traduisant une extinction marine synchronisée. Mais ce phénomène ne se limitait pas uniquement aux organismes de grande taille ou aux fossiles les plus visibles. Des analyses minutieuses montrèrent que même les microfossiles, comme les foraminifères planctoniques et les pollens des plantes terrestres, subissaient une chute drastique et soudaine. Cette baisse généralisée signalait une perturbation écologique d'une ampleur inégalée, englobant les écosystèmes marins et terrestres. La reconnaissance de cette extinction massive suscita de nombreuses questions chez les scientifiques. Quels facteurs ou phénomènes pouvaient expliquer une dévastation aussi rapide et systématique? La corrélation simultanée des disparitions du monde entier suggérait un événement global, loin des variations locales ou régionales qui avaient pu expliquer des disparitions antérieures. Peu à peu, les recherches interdisciplinaires combinant la géologie, la paléontologie et la chimie ont permis d'identifier d'autres indices dans cette couche limite. Parmi eux, une concentration anormalement élevée d'iridium, un élément rare sur Terre mais plus fréquent dans les météorites, attira particulièrement l'attention et ouvrit la voie à de nouvelles hypothèses. Cette piste a fini par révolutionner notre vision des causes de l'extinction.
Mais à ce stade précis de l'histoire scientifique, la découverte des preuves elles-mêmes constituait une avancée majeure. Il est aussi important de souligner que la prise de conscience d'une extinction massive au Crétacé-Paléogène changea radicalement la manière dont on concevait l'évolution et la dynamique de la vie sur notre planète. Jusque-là, la disparition des grands reptiles terrifiants semblait relever davantage d'un phénomène lent, presque ordinaire, dans un contexte évolutif. Mais désormais, on comprenait qu'un changement brut et global avait frappé la biosphère, altérant radicalement la composition des espèces en un laps de temps géologiquement très court. Cette découverte a également servi de point de départ à la formulation de nombreuses théories expliquant les mécanismes de cette extinction. Elle a motivé la recherche de preuves physiques plus concrètes et a encouragé l'élaboration de comparaisons avec d'autres extinctions massives passées. L'idée même qu'un événement cataclysmique, qu'il soit d'origine extraterrestre ou géologique, ait pu moduler à ce point la vie terrestre, est alors devenue une thèse centrale, remettant en question la vision d'un monde régi uniquement par des changements lents et graduels. Nous sommes donc à ce moment précis, dans ces années de découverte et d'interrogation, que se posent les fondations d'une enquête scientifique majeure. La limite KPG est devenue un témoin palpable de l'histoire, que la communauté scientifique s'efforce de décrypter encore aujourd'hui avec de plus en plus de précision et de rigueur. Dans la suite de ce récit, nous examinerons plus finement la nature géologique de cette couche limite, son importance dans la stratigraphie mondiale et comment elle sert de marqueur universel pour dater cet événement d'extinction. Ce sera une étape essentielle pour comprendre non seulement quand, mais surtout comment et pourquoi cette grande crise biologique s'est produite. La limite KPG, ou Crétacé-Paléogène, représente l'une des frontières les plus significatives et fascinantes de l'histoire géologique de la Terre. Elle marque la transition entre la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, et le début du Paléogène, période qui suit immédiatement l'extinction massive, ayant décimé environ 75% des espèces, dont les célèbres dinosaures non aviens. Comprendre cette limite revient à plonger dans les archives sédimentaires de notre planète. Témoin silencieux mais puissant des bouleversements à l'origine de cette extinction. Sur le plan géologique, la limite KPG est identifiable dans les stratigraphies du monde entier par une fine couche sédimentaire distincte, généralement sombre et enrichie en éléments particuliers. Cette mince couche est comparable à un ruban qui scelle une page cruciale de l'histoire terrestre. Son identification repose sur plusieurs caractéristiques physiques et chimiques qui attestent d'un changement environnemental, brutal et global. D'abord, la nature même de cette couche sédimentaire est particulière. Elle est souvent composée d'argile fine, accumulée dans des conditions marines peu profondes ou parfois dans des lacs contemporains. Sa finesse, qui peut varier de quelques millimètres à quelques centimètres, contraste avec les sédiments plus épais qui la précèdent ou la suivent dans la stratigraphie. Cette minceur laisse supposer un épisode de dépôt rapide et intense, lié à une perturbation énorme et soudaine des environnements terrestres et marins. Un des premiers indices géologiques clés de cette limite est la présence d'anomalies dans la concentration des éléments chimiques, parmi lesquels l'iridium est le plus célèbre. Cet élément, extrêmement rare à la surface de la Terre mais plus abondant dans les météorites, apparaît en concentration exceptionnelle dans cette couche. Cette anomalie chimique n'est pas un phénomène localisé. Elle a été détectée dans des sites répartis sur tous les continents, témoignant ainsi d'un événement global d'envergure cosmique. En plus de l'iridium, d'autres marqueurs géochimiques particuliers sont observés dans cette couche, tels que des traces de sphérules de roches fondues vitrifiées, des microtectites
résultant de la fusion causée par une énergie extrême. Ces petites billes microscopiques reflètent la violence d'un choc gigantesque qui a envoyé des projections dans l'atmosphère, retombées ensuite sous forme de pluie micrométéoritique. La limite KPG est aussi caractérisée par une interruption rapide des fossiles caractéristiques du Crétacé. Juste sous cette couche, les fossiles de dinosaures terrestres, d'ammonites marines et d'autres groupes largement connus sont abondants, alors qu'au-dessus, ces fossiles disparaissent pratiquement. Cette transition nette souligne la soudaineté de leur extinction. Les sédiments au-dessus de la limite montrent aussi un paysage écologique totalement perturbé, avec l'absence des anciens groupes dominants et une recolonisation progressive par de nouvelles espèces au Paléogène. En marine, cela se traduit par une flore de micro-organismes adaptés à des conditions stressantes et sur Terre par des changements dans les assemblages floristiques, comme la réduction temporaire des pollens d'arbres et l'augmentation de spores liées à des plantes pionnières. L'étude des couches sédimentaires a permis de reconstituer un scénario plausible. Un événement cataclysmique, probablement un impact météoritique, aurait généré un nuage de poussière et de débris obscurcissant le ciel mondial. Ce voile épais aurait provoqué un refroidissement rapide, annihilant la photosynthèse à la surface des océans et sur les continents, entraînant ainsi un effondrement des chaînes alimentaires. Pour vérifier ces hypothèses, les géologues et paléontologues s'appuient sur l'analyse des couches dans des sites clés tels que celle du Yucatan au Mexique, site d'impact de l'astéroïde de Chicxulub, ainsi que dans plusieurs bassins océaniques. Ces investigations multidisciplinaires combinent stratigraphie, pétrographie, géochimie et paléontologie pour apporter un éclairage complet sur les conditions physiques et biologiques au moment de cette limite géologique. Enfin, la limite KPG n'est pas un simple marqueur dans le temps. C'est une page d'histoire géologique qui symbolise la réponse de la Terre à une crise d'envergure. Les couches sédimentaires associées racontent une histoire de destruction massive, mais aussi de résilience. Elles révèlent comment la planète a enduré un choc brutal, modifiant durablement la trajectoire de l'évolution, ouvrant la voie à l'essor de nouveaux groupes comme les mammifères et les plantes à fleurs. Ainsi, comprendre la limite KPG, c'est lire dans les strates du sol les traces laissées par un événement cataclysmique crucial, qui n'est pas seulement une extinction, mais un véritable tournant écologique et évolutif. Dans la section suivante, nous approfondirons le rôle des microfossiles et du pollen, ces témoins minuscules mais essentiels pour reconstituer avec finesse les écosystèmes disparus à cette époque. Lorsque nous cherchons à comprendre les écosystèmes disparus, en particulier ceux autour de la limite KPG qui marque la fin du Crétacé et le début du Paléogène, un des outils les plus précieux dont disposent les scientifiques est l'étude des microfossiles et des pollens. Ces éléments microscopiques, souvent négligés au premier abord, jouent un rôle central dans la reconstitution détaillée des environnements passés et des bouleversements écologiques survenus il y a environ 66 millions d'années. Les microfossiles regroupent diverses formes de vie miniatures préservées dans les sédiments, parmi lesquelles les foraminifères, les diatomées, les ostracodes ou encore les coccolithophoridés, ces dernières étant des algues microscopiques dont les coquilles calcaires forment une part importante des sédiments marins. Ces fossiles sont souvent d'excellents marqueurs chronologiques grâce à leur rapidité d'évolution et leur large répartition géographique. Leur présence, abondance et diversité dans les couches sédimentaires renseignent non seulement sur l'âge des strates, mais aussi sur les conditions environnementales, comme la température, la salinité et la qualité des eaux. Par exemple,
Les foraminifères planctoniques, vivant dans la colonne d'eau, sont extrêmement sensibles aux changements climatiques et chimiques des océans. En étudiant leur diversité et leur extinction, les paléontologues ont découvert une chute dramatique et brutale à la limite KPG, reflétant un effondrement catastrophique des écosystèmes marins. Cette extinction de grande ampleur des foraminifères planctoniques a eu des répercussions majeures sur la chaîne alimentaire océanique, impactant directement d'autres groupes de la faune marine. De leur côté, les pollens fossiles, appelés palynomorphes, issus des plantes à spores et à graines, sont d'excellents témoins des environnements terrestres. Leur étude, la palynologie, permet de retracer l'évolution de la végétation au fil du temps. Les grains de pollen, très résistants à la décomposition, préservent un enregistrement continu de la flore d'une région donnée. À la limite KPG, l'analyse des pollens révèle un changement profond de la composition végétale. Les couches antérieures, à la limite, présentent une richesse en pollen d'arbres et de plantes angiospermes, témoignant de forêts développées et diversifiées. Mais immédiatement au-dessus de cette couche, une chute drastique de ces pollens est observée, suivie d'une augmentation spectaculaire de spores issues de plantes plus rudérales, comme les fougères et autres plantes pionnières, capables de recoloniser rapidement des milieux perturbés. Cette succession rapide souligne la dévastation des forêts et des habitats végétaux suite à l'événement d'extinction, ainsi que le processus de reconstruction écologique par étapes. L'ensemble de ces données microfossiles et palynologiques permettent ainsi de cartographier avec précision l'ampleur et la rapidité des modifications écologiques directement liées à la catastrophe. Elles mettent en lumière la fragilité des communautés biotiques face à des perturbations majeures, montrant que les effets ne se limitent pas aux gros animaux comme les dinosaures, mais concernent aussi la base même de la vie, aussi bien sur Terre que dans les océans. Dans les études contemporaines, l'utilisation combinée de ces indicateurs microfossiles avec d'autres données géochimiques offre une palette d'outils puissants. Par exemple, en analysant les isotopes de carbone dans des coquilles de foraminifères, les scientifiques peuvent déduire les variations de la productivité océanique ou détecter des changements brusques dans le cycle du carbone liés à des événements perturbateurs. Ainsi, le rôle des microfossiles et des pollens va bien au-delà de la simple datation des couches sédimentaires. Ils constituent une fenêtre éclairante sur la complexité des écosystèmes d'antan, leur transformation, mais aussi leur capacité à se réorganiser après des crises majeures. Ces petites traces fossiles racontent l'histoire profonde des réponses écologiques à des phénomènes cataclysmiques et offrent un aperçu indispensable à la compréhension des mécanismes derrière la grande extinction du Crétacé paléogène. Nous sommes donc face à un monde microscopique qui éclaire un événement colossal. Dans la prochaine étape, nous nous pencherons sur des indices chimiques encore plus spécifiques, comme la présence d'iridium et d'autres traceurs chimiques, qui ont intrigué les chercheurs et orienté la théorie dominante expliquant cette extinction. À la fin des années 1970, une découverte scientifique inattendue allait bouleverser notre compréhension de l'extinction massive du Crétacé paléogène, KPG. Cette découverte concerne la présence d'un élément chimique rare à la surface de la Terre, l'iridium. Ce métal précieux, appartenant au groupe du platine, est extrêmement peu abondant dans la croûte terrestre, mais se trouve en quantité relativement élevée dans les météorites et les matériaux extraterrestres. Trouver une concentration anormalement élevée d'iridium dans une couche géologique sédimentaire a donc constitué un signal fort d'un événement externe à notre planète. Ce signal a été détecté pour la première fois dans la fameuse couche limite, KPG, étudiée par Luis et Walter Alvarez et leur équipe lors de travaux dans la carrière de Gubbio en Italie.
Là, au niveau même de la limite stratigraphique, marquant la fin du Crétacé, ils mesurèrent un pic d'iridium extraordinairement élevé, jusqu'à plusieurs centaines de fois supérieur à ce qu'on observe habituellement dans les sédiments terrestres. Cette pointe chimique, rapportée ensuite dans de nombreux sites à travers le monde, à des milliers de kilomètres de distance les uns des autres, conférait à ce phénomène une dimension planétaire. L'iridium ne constitue pas un isolé dans ses failles chimiques révélatrices. D'autres traceurs chimiques et isotopiques ont également été identifiés dans la même couche. Parmi ceux-ci, on compte certaines formes de platine et de rhodium, un ensemble appelé éléments du groupe du platine, ou EGP, qui, comme l'iridium, sont typiquement concentrés dans la matière extraterrestre. Mais aussi, des anomalies ont été relevées dans les rapports isotopiques du carbone, témoignant d'une perturbation majeure du cycle du carbone mondial. Par ailleurs, on trouve également dans cette couche des résidus de minéraux fondus, appelés microtectites, provenant de la fragmentation et de la fusion de la croûte terrestre, soumise à une énergie colossale. Ces sphères vitrifiées, dispersées sur toute la surface de la Terre, attestent de la violence de cet événement géologique. Leur composition chimique s'aligne parfaitement avec celle des roches impactées par un choc extrêmement puissant. Ces indices chimiques, inusités et inattendus au départ, ont guidé la communauté scientifique vers une hypothèse novatrice. La Terre avait été frappée par un impact météoritique majeur, juste à la limite KPG. Ce choc aurait pulvérisé une quantité phénoménale de matière terrestre dans l'atmosphère, dispersant les éléments rares, comme l'iridium, à l'échelle planétaire, et provoquant une succession de catastrophes climatiques. La datation précise de cette couche limite et la corrélation de ces marqueurs chimiques à travers le globe ont solidifié la théorie de l'impact comme principal moteur de l'extinction massive. Toutefois, ces traceurs chimiques ne racontent qu'une partie de l'histoire, car ils doivent être intégrés dans un ensemble plus vaste, comprenant aussi des preuves géologiques, paléontologiques et paléoclimatiques. Ainsi, la découverte de l'iridium et des autres traceurs chimiques a mis en lumière un indicateur frappant d'un bouleversement planétaire soudain, inattendu mais fondamental, pour expliquer la disparition des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Dans la section suivante, nous explorerons comment Walter et Luis Alvarez ont formulé à partir de ces indices une théorie révolutionnaire qui a changé à jamais la compréhension de cette extinction historique. À la fin des années 1970, Walter Alvarez, géologue américain, travaillait avec son père Luis Alvarez, physicien et lauréat du prix Nobel, sur une problématique fascinante: comprendre la nature de la couche limite Crétacé-Paléogène, KPG. Leur collaboration allait non seulement offrir une explication à l'extinction massive des dinosaures, mais également bouleverser le récit scientifique traditionnel sur les événements qui façonnèrent notre planète. Tout débute en 1977, lors d'une campagne de terrain en Italie, à Gubbio, une petite ville célèbre pour ses affleurements bien conservés, où la limite géologique entre le Crétacé et le Paléogène est visible sur plusieurs mètres. Walter Alvarez, en étudiant méticuleusement les sédiments, remarque que dans cette fine couche, l'élément iridium est présent en concentration anormalement élevée, jusqu'à plusieurs centaines de fois plus importante que dans les couches géologiques avoisinantes. Or, l'iridium est un métal rare dans la croûte terrestre, mais abondant dans les météorites et les matériaux extraterrestres. Cette découverte éveille la curiosité du duo père-fils. Luis Alvarez, fort de son expertise en physique nucléaire et ses méthodes d'analyse, conseille à son fils de mesurer précisément la concentration d'iridium sur diverses couches géologiques dans le monde. Les résultats confirment rapidement une donnée majeure. Cette anomalie d'iridium
est présente simultanément partout à la limite KPG, sur des centaines de sites répartis sur plusieurs continents. Cette répartition globale fait écarter une origine locale ou volcanique, qui serait forcément géographiquement limitée, et pointe vers un événement planétaire. Face à ce puzzle, Walter et Luis Alvarez proposent une hypothèse audacieuse, largement novatrice pour l'époque. La couche riche en iridium résulterait de l'impact sur Terre d'un astéroïde ou d'une comète d'une taille conséquente. Ce choc cataclysmique aurait projeté dans l'atmosphère des milliards de tonnes de poussières et débris, dispersant notamment l'iridium à l'échelle mondiale. Ces poussières auraient ensuite obscurci le ciel, provoquant un effondrement brutal de la photosynthèse et des chaînes alimentaires. L'impact aurait été si violent qu'il a causé une série d'effets en cascade. Incendies gigantesques, tsunamis colossaux et changements climatiques radicaux, plongeant la biosphère dans une crise profonde. Cette hypothèse expliquait non seulement la chute brutale de la diversité biologique observée au niveau des fossiles, mais aussi les anomalies chimiques détectées dans les sédiments. Concevant une théorie aussi disruptive, les Alvarez attendirent au départ une forte résistance dans le monde scientifique. En effet, jusque-là, la disparition des dinosaures était expliquée par des processus plus graduels, comme l'évolution, la compétition ou des modifications climatiques lentes. Pourtant, la solidité des données géochimiques, la visibilité mondiale de la couche limite, ainsi que la corrélation avec des preuves paléontologiques, ont rapidement convaincu de nombreux chercheurs. Cette théorie de l'impact d'un corps extraterrestre s'est progressivement enrichie avec la découverte, dans les années 1990, du cratère de Chicxulub, enfoui sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Ce gigantesque cratère, d'environ 180 km de diamètre, correspondait parfaitement à l'âge de la limite KPG et fournissait la preuve physique directe d'un impact majeur. L'apport des Alvarez reste néanmoins central, car c'est grâce à leur approche interdisciplinaire, mêlant géologie, géochimie et physique, que la communauté scientifique a pu basculer vers la compréhension moderne de cet événement. Leur théorie est devenue la pierre angulaire d'un modèle explicatif, expliquant comment un choc unique, brutal et cataclysmique a pu transformer radicalement la vie sur Terre. Dans la continuité de cette découverte essentielle, nous étudierons maintenant plus précisément les preuves géologiques de l'impact de Chicxulub, ainsi que les modélisations qui ont permis de comprendre les mécanismes complexes et les conséquences directes de ce choc titanesque. L'impact de Chicxulub, daté d'environ 66 millions d'années, est aujourd'hui reconnu comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Terre, à l'origine directe ou indirecte de la grande extinction du Crétacé paléogène, KPG, qui a vu disparaître non seulement les dinosaures non aviens, mais aussi une multitude d'espèces marines et terrestres. Cette immense collision cosmique a laissé des traces géologiques indélébiles et a fait l'objet de nombreuses études passionnées, alliant les disciplines de la géologie, de la paléontologie et de la modélisation informatique pour tenter de reconstruire l'ampleur et les conséquences de ce choc. Le cratère de Chicxulub, enfoui sous la péninsule du Yucatan, au Mexique, mesure environ 180 km de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands cratères d'impact connus sur la Terre. Sa découverte dans les années 1990 a confirmé l'hypothèse avancée par Luis et Walter Alvarez dès les années 1980 concernant un impact catastrophique provoqué par un corps extraterrestre. Longtemps invisible en surface à cause des dépôts sédimentaires et de la végétation dense, le cratère a été détecté grâce à des explorations géophysiques, notamment le radar et les forages profonds, qui ont révélé sa structure caractéristique en forme de double anneau.
Les preuves géologiques rassemblées autour de ce site sont remarquables. La présence de roches fondues, appelées tectites, ainsi que de matériaux fracturés et déformés, témoignent de l'extrême énergie libérée lors de l'impact. La formation d'une onde de choc gigantesque a pulvérisé la croûte terrestre, projetant d'énormes quantités de débris dans l'atmosphère et provoqué des milliers de séismes d'une magnitude impressionnante, ressentis à l'échelle planétaire. Les simulations informatiques contemporaines, grâce au progrès en modélisation numérique, permettent aujourd'hui de recréer avec une précision remarquable ces instants dévastateurs. En utilisant des données sur la taille estimée de l'astéroïde, environ 10 à 15 km de diamètre, et sa vitesse, estimée à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, les chercheurs simulent l'impact et ses effets immédiats. L'explosion initiale, équivalente à des milliards de bombes nucléaires, la formation rapide du cratère et l'éjection de milliards de tonnes de poussière et de gaz dans la stratosphère. Ces simulations montrent également l'étendue des phénomènes secondaires déclenchés par l'impact. Des tsunamis colossaux se sont propagés à travers tous les océans, entraînant la destruction des habitats côtiers. Parallèlement, les incendies gigantesques ont ravagé les forêts sur des millions de kilomètres carrés. L'injection massive de poussière a fortement obscurci la lumière solaire durant plusieurs mois à plusieurs années, provoquant un effondrement de la photosynthèse, aussi bien marine que terrestre, élément déclencheur d'un effondrement massif des réseaux trophiques. Au-delà des effets immédiats, les simulations climatiques indiquent aussi une succession d'événements à plus long terme, avec un refroidissement global appelé hiver d'impact, suivi d'un réchauffement substantiel dû à la libération de gaz à effet de serre. Cette succession de cycles climatiques extrêmes compliquait la survie des espèces, en particulier celles qui dépendaient d'habitats spécifiques ou d'un approvisionnement stable en nourriture. Les témoignages géologiques associés aux résultats des simulations modernes confirment donc la nature extraordinairement violente de l'impact de Chicxulub. Ils expliquent en grande partie la vitesse et l'intensité du déclin de la biodiversité du Crétacé, donnant corps à la théorie désormais largement acceptée que cet astéroïde fut un acteur clé de la grande extinction. Cependant, il demeure essentiel de considérer cet impact dans une perspective globale où d'autres facteurs cohabitaient, tels que le volcanisme intense du Dekkan. Néanmoins, l'étude de ce site crucial offre aux scientifiques une fenêtre unique sur les forces naturelles capables de façonner durablement la biosphère terrestre. Alors que nous progressons dans notre exploration, la prochaine section s'intéressera aux conséquences immédiates et dévastatrices de l'impact, notamment les incendies géants, les tsunamis et l'obscurcissement global qui ont plongé la Terre dans une période d'obscurité et de chaos écologique. L'impact colossal de l'astéroïde qui a formé le cratère de Chicxulub a déclenché instantanément une série de phénomènes dévastateurs, marquant le début d'une crise écologique sans précédent dans l'histoire de la Terre. Ces conséquences immédiates, analysées à travers les preuves géologiques et les simulations modernes, expliquent comment cet impact a pu causer une extinction massive si rapide et généralisée. Tout d'abord, la violence même de l'impact a généré une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes nucléaires, comme celle larguée sur Hiroshima. Cette explosion infernale a vaporisé la roche environnante et projeté dans l'atmosphère une quantité gigantesque de débris, de poussière fine, de gaz et de matériaux fondus sur plusieurs kilomètres autour du point d'impact. Ces matières ont été propulsées jusque dans la stratosphère, où elles se sont dispersées rapidement, enveloppant le globe d'un voile épais. Ce nuage dense a eu pour effet immédiat d'obscurcir la lumière solaire, plongeant la Terre dans une obscurité quasi permanente pendant des mois.
voire des années. Privée de soleil, la photosynthèse dans les plantes terrestres et phytoplancton marin a été stoppée net, entraînant l'effondrement rapide des réseaux alimentaires terrestres comme marins. Ce phénomène, appelé hiver d'impact, a provoqué une baisse drastique des températures globales, ajoutant un stress climatique intense au choc initial. Parallèlement, la chute des débris incandescents autour du site de l'impact a provoqué des incendies gigantesques à l'échelle planétaire. Des forêts entières ont brûlé sur des millions de kilomètres carrés, libérant d'immenses volumes de fumée et de gaz toxiques dans l'atmosphère, exacerbant encore l'obscurcissement solaire et augmentant le stress environnemental. Ces incendies monumentaux ont laissé des traces fossiles dans les sédiments, témoignant de la destruction rapide des habitats terrestres. En plus de ces effets atmosphériques, l'impact a soulevé d'immenses quantités d'eau à proximité du site. Cette énergie a généré des tsunamis titanesques qui se sont propagés dans tous les océans, submergeant les côtes et détruisant les écosystèmes côtiers et marins. Les preuves géologiques de ces vagues dévastatrices se manifestent sous forme de dépôts sédimentaires, caractéristiques mêlés à des débris marins à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, ainsi que par l'ampleur des perturbations dans les communautés benthiques et littorales. Enfin, les conséquences chimiques et atmosphériques ont été tout aussi importantes. L'onde de choc et les incendies ont libéré dans l'air d'énormes quantités de sulfate et d'autres aérosols. Ces particules ont contribué à une acidification temporaire des pluies, endommageant davantage les écosystèmes terrestres et aquatiques. De plus, la perturbation du cycle du carbone, due à la chute de la photosynthèse, a engendré un déséquilibre climatique inscrit dans les strates sédimentaires par des variations isotopiques mesurables. Ainsi, les effets immédiats de l'impact de Chicxulub constituent un ensemble cohérent d'événements physiques, climatiques et biologiques interdépendants qui ont précipité la biosphère dans une crise si intense qu'elle a conduit à la disparition de nombreuses espèces. Ces effets ont préparé le terrain pour les bouleversements écologiques et évolutifs qui allaient en suivre, détaillés dans les sections ultérieures. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons les répercussions à plus long terme sur la biosphère, notamment cet hiver d'impact durable et l'effondrement des chaînes alimentaires, qui explique pourquoi certains groupes ont totalement disparu, tandis que d'autres ont survécu et prospéré. Après les conséquences immédiates terrifiantes de l'impact de Chicxulub, incendies gigantesques, tsunamis dévastateurs et obscurcissement global, la biosphère terrestre a dû affronter une période d'une gravité inédite, connue sous le nom de hiver d'impact. Ce phénomène climatique extrême a eu des répercussions profondes et durables sur l'ensemble des écosystèmes, modifiant radicalement les équilibres de la vie sur Terre. L'hiver d'impact désigne une chute drastique et prolongée des températures à l'échelle planétaire. Cette dégradation du climat fut engendrée par la présence massive, dans la stratosphère, de poussière, de suie et de sulfate, issus de la matière pulvérisée par l'impact et des immenses incendies qui ont embrasé la végétation. Bloquant efficacement le rayonnement solaire, ce voile atmosphérique a fortement réduit la lumière, atteignant la surface, affaiblissant ou arrêtant la photosynthèse, base fondamentale des chaînes alimentaires. Privé de lumière, le phytoplancton marin, jadis foisonnant, se mit à décliner rapidement. Comme premier maillon des réseaux trophiques océaniques, cette perte entraîna des conséquences en cascade. De nombreux animaux marins, notamment des organismes filtrants et ceux dépendant directement du phytoplancton, connurent des effondrements démographiques sévères. Cette discontinuité écologique s'étendit à plusieurs groupes, affectant la biodiversité marine globale. Sur Terre, la baisse de luminosité et les températures glaciales
provoquèrent la mort massive des plantes, en particulier celles les plus sensibles. Le dépérissement des forêts et des zones herbeuses engendra une réduction drastique des ressources alimentaires disponibles pour les herbivores. Cette pénurie eut des répercussions directes sur les populations de dinosaures, herbivores et carnivores confondus, qui virent leur survie gravement menacée. Les chaînes alimentaires terrestres s'effondrèrent, car chaque niveau dépendait du précédent et sans base productive, les effets se propagent rapidement. L'impact écologique de cette crise ne s'est pas limité aux organismes visibles. Les micro-organismes, insectes et autres invertébrés, essentiels à la décomposition des matières organiques et à la fertilité des sols, virent également leur diversité diminuer. Ce déclin affaiblit davantage la capacité des écosystèmes terrestres à se régénérer, accentuant les dysfonctionnements écologiques. Il est important de souligner que la durée de cet hiver d'impact ne fut pas un simple phénomène de quelques mois. Les modélisations actuelles, basées sur les très nombreuses données géochimiques et paléontologiques, indiquent que cet environnement sombre et froid a perduré plusieurs années, voire des décennies, avant que les sédiments n'enregistrent une reprise progressive de la vie. Cette transition vers la récupération écologique fut lente et partiale. De nombreuses espèces qui avaient survécu aux premières heures de la catastrophe finirent par s'éteindre à cause des conditions prolongées d'insuffisance alimentaire, de stress physiologique et d'effondrement des habitats. En revanche, certains groupes plus petits, plus flexibles ou capables de se nourrir de manière opportuniste réussirent à traverser cette période critique. Par exemple, les mammifères, alors relativement petits et souvent nocturnes, purent s'adapter aux nouvelles conditions. De même, certains oiseaux, déjà descendants directs de petits théropodes, bénéficièrent de niches écologiques vacantes et purent se diversifier. Dans les océans, certains reptiles marins ainsi que des organismes benthiques résistants surent aussi survivre. Ces constats montrent qu'au-delà de la brutalité du choc initial, c'est cette période prolongée d'hiver d'impact et d'effondrement des réseaux trophiques qui a réellement modelé la biosphère post-extinction. Ce climat d'exception imposait une sélection rigoureuse des espèces, rendant possible seulement la survie des organismes capables de vivre dans des conditions extrêmes ou changeantes. Ainsi, les effets à long terme de l'impact de Chicxulub sur la biosphère du Crétacé ne se limitent pas à la catastrophe immédiate, mais englobent une crise écologique profonde où la vie fut forcée de se réorganiser, annonçant un tournant majeur dans l'histoire évolutive de la Terre. Dans les prochaines sections, nous explorerons d'autres facteurs, tels que le volcanisme intense dans la région du Dekkan, qui ont pu agir de concert avec cet impact, et comment cette synergie a amplifié les bouleversements climatiques et biologiques. Au-delà de l'impact cataclysmique de l'astéroïde de Chicxulub, un autre phénomène géologique majeur s'est déroulé à la même époque, contribuant probablement de façon importante à la crise écologique du Crétacé-Paléogène, le volcanisme intense des trappes du Dekkan, en Inde. Ce vaste épisode volcanique, marqué par d'immenses coulées de lave basaltique, a soulevé la question d'une possible complicité entre l'activité interne de la Terre et l'impact extraterrestre dans le déclenchement de cette extinction massive. Les trappes du Dekkan forment l'une des plus grandes provinces volcaniques à l'échelle mondiale. Leur formation s'étend sur une période comprise entre environ 68 et 60 millions d'années, englobant donc la limite KPG, époque traditionnelle de l'extinction. Ces coulées de lave, plusieurs milliers de mètres d'épaisseur et couvrant plus de 500 000 km², ont été responsables de la libération colossale de gaz volcaniques, notamment de dioxyde de carbone, CO2, de dioxyde de soufre, SO2, et d'autres composés sulfurés. Ce volcanisme massif a probablement eu un impact climatique significatif et prolongé.
les émissions intenses de SO2 auraient entraîné un refroidissement transitoire par la formation d'aérosols qui réfléchissent la lumière solaire. En parallèle, l'augmentation de CO2 atmosphérique aurait provoqué un effet de serre accentué sur le long terme, amplifiant ainsi les fluctuations climatiques et la perturbation des écosystèmes. L'observation de la chronologie des événements a révélé que certains épisodes particulièrement intenses d'éruption coïncidaient avec le pic d'extinction de la faune. Cela suggère que le volcanisme du Décan a pu affaiblir les écosystèmes dans les millions d'années précédant l'impact, réduisant leur résilience. Lorsque se produisit le choc de Chicxulub, ces systèmes déjà fragilisés furent beaucoup plus vulnérables aux effets cataclysmiques. Par ailleurs, la pression locale exercée par l'impact de l'astéroïde aurait sans doute influencé la dynamique du manteau terrestre en Inde, possiblement en déclenchant ou en accélérant certaines phases d'éruption. Cette relation complexe, encore étudiée, donne à envisager une sorte de déclenchement volcanique lié à l'impact, une interaction entre forces internes et externes à la planète. Les gaz émis par les éruptions du Décan ont également contribué à l'acidification des océans, en dissolvant dans les eaux marines des composés sulfurés et du CO2 qui abaisse le pH. Ce phénomène a particulièrement affecté la vie marine, exacerbé les effets négatifs déjà engendrés par le manque de lumière lié à l'obscurcissement global. Malgré un débat scientifique toujours en cours quant à l'ampleur exacte de cet effet volcanique sur la crise écologique, la majorité des spécialistes aujourd'hui s'accordent sur une synergie entre les deux phénomènes. L'impact de Chicxulub aurait agi comme déclencheur brutal, tandis que le volcanisme du Décan aurait fragilisé le système planétaire, préparant un terrain propice à une extinction massive. Ainsi, comprendre le rôle du volcanisme du Décan, loin de réduire l'importance de l'impact, enrichit notre vision de l'extinction comme un processus multidimensionnel. La Terre n'a pas subi un unique coup, mais une série de perturbations, dont l'effet cumulatif a été dévastateur. Dans les sections suivantes, nous approfondirons cette idée de synergie catastrophique et analyserons comment ces différents facteurs ont interagi pour façonner la chute dramatique des dinosaures et de bien d'autres espèces à la fin du Crétacé. À la suite de l'impact dévastateur de Chicxulub et des épisodes volcaniques majeurs comme ceux des trappes du Décan, la Terre a basculé dans une période de profonde instabilité climatique, caractérisée par des fluctuations brutales de la température globale, une modification des cycles biogéochimiques et une altération majeure de la composition chimique des océans. Ces transformations ont eu des effets directs et prolongés sur les écosystèmes terrestres et marins, jouant un rôle fondamental dans le processus d'extinction massive. L'une des signatures les plus marquantes de cette période est l'accroissement massif des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement du dioxyde de carbone, CO2, et du méthane, CH4. Ces gaz, provenant tant de l'activité volcanique intense que de la décomposition massive de la biomasse suite aux incendies consécutifs à l'impact, ont amplifié l'effet de serre naturel en empêchant la chaleur de s'échapper de l'atmosphère terrestre. Cette surchauffe progressive a conduit à un réchauffement climatique sévère après les premières phases de refroidissement liées aux hivers d'impact. L'instabilité climatique qui en résulte se manifeste par des variations rapides et violentes des températures, des cycles hydrologiques modifiés et une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Ce climat chaotique n'a pas seulement perturbé les habitats des espèces, mais a aussi modifié la dynamique même des écosystèmes, déstabilisant les interactions entre espèces et les réseaux trophiques. Conséquences dramatiques et directement liées à ces changements atmosphériques.
l'acidification des océans. Les océans jouent un rôle clé dans la régulation du climat, en absorbant une grande partie du CO2 atmosphérique. Or, lors des périodes de concentration excessive, le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique qui abaisse le pH des océans. Cette acidification perturbe la chimie marine, notamment la capacité des organismes marins à fabriquer leurs coquilles et squelettes calcaires, tels que les mollusques, les coraux ou encore les foraminifères. Ces organismes essentiels, à la base des chaînes alimentaires marines, ont vu leur population décliner rapidement, contribuant à un effondrement massif de la biodiversité océanique. Par ailleurs, les variations dans la température des eaux et la composition chimique ont modifié les courants océaniques, perturbant la distribution des nutriments et la stratification des masses d'eau. Ce bouleversement a limité la productivité primaire, aggravant la crise écologique marine. L'instabilité climatique à cette époque se caractérise donc par une succession d'états peu propices à la vie. Un refroidissement initial dû à l'obscurcissement solaire, suivi d'un réchauffement intense lié aux gaz à effet de serre, accompagné d'une acidification océanique rapide et importante. Ces phénomènes combinés rendent la reconstitution des conditions de vie difficiles et expliquent en grande partie la disparition rapide de nombreuses espèces. Les impacts de ces changements ne se limitent pas à la faune marine. Les écosystèmes terrestres ont également souffert d'une hydrologie perturbée, avec des cycles pluviométriques irréguliers et des phénomènes de sécheresse alternant avec des inondations, compliquant la vie des plantes, des insectes et des animaux. Ces tensions environnementales ont accentué la fragilité des communautés biologiques, accentuant l'effet boule de neige de l'extinction. Ainsi, l'étude des gaz à effet de serre, de l'acidification des océans et de l'instabilité climatique du Crétacé-Paléogène révèle un tableau complexe de bouleversements conjugués qui, combinés à l'impact de Chicxulub et au volcanisme du Deccan, ont provoqué la plus grande crise biologique de l'ère mésozoïque. Ces mécanismes interdépendants montrent que la catastrophe qui a mis fin au règne des dinosaures ne fut pas un processus simple, mais une chaîne d'événements naturels, aux effets amplifiés et prolongés. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment la combinaison de ces scénarios, entre volcanisme et impact météoritique, a modelé une extinction synergique, renforçant l'ampleur et la rapidité de ce bouleversement planétaire. La compréhension de l'extinction massive du Crétacé-Paléogène repose aujourd'hui sur la prise en compte d'une combinaison complexe de facteurs, plutôt que sur une cause unique isolée. Deux événements majeurs, le gigantesque impact météoritique à Chicxulub et le volcanisme intense des Trappes du Deccan, semblent avoir agi de concert, formant une synergie destructrice aux effets dévastateurs et imbriqués sur la biosphère de la planète. L'impact de l'astéroïde, brutal et instantané, a provoqué une série d'événements catastrophiques immédiats. Un feu d'artifice de poussière, de particules vitrifiées et de gaz projetés dans l'atmosphère, obscurcissant la lumière solaire et déclenchant un refroidissement global rapide, appelé hiver d'impact. En parallèle, les tsunamis et incendies massifs ont décimé une multitude d'écosystèmes terrestres et marins. Ce choc a littéralement coupé l'approvisionnement énergétique fondamental à la vie, en stoppant la photosynthèse. Parallèlement, le volcanisme prolongé du Deccan, qui s'étendait sur plusieurs centaines de milliers d'années autour de la même période, a libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et des sulfures. Ces émissions ont contribué à renforcer une instabilité climatique sévère. L'alternance de refroidissement causé par les aérosols volcaniques et de réchauffements intenses dus à l'accumulation de CO2 a engendré un climat très fluctuant.
difficile à supporter pour la majorité des espèces. Ces deux forces n'agissaient pas de manière indépendante. La séquence temporelle suggère que le volcanisme du Décan avait déjà fragilisé les écosystèmes, réduisant leur résilience face aux perturbations. Ainsi, lorsque l'impact de Chicxulub est survenu, il a agi comme un déclencheur fulgurant, achevant ce processus d'effondrement initié par les changements environnementaux liés au volcanisme. Cette double peine explique la rapidité et l'ampleur sans précédent de l'extinction. Les gaz émis par les coulées de lave, combinés aux poussières et suies issues de l'impact et des incendies, ont amplifié l'obscurcissement solaire et accentué l'acidification des océans, exacerbant le stress pour les organismes calcificateurs, essentiels à la chaîne alimentaire marine. Ce cocktail chimique a déstabilisé profondément les milieux aquatiques, qui représentent une large part de la diversité biologique. Les modèles climatiques modernes intègrent ces interactions multiples pour simuler l'enchaînement des événements. Ils montrent comment la durée prolongée du volcanisme, combinée à l'immédiateté du choc extraterrestre, crée un enchaînement dynamique de crises environnementales, difficilement surmontable pour la vie. Contrairement à une simple extinction causée par un choc unique, cette synergie souligne un contexte où l'ensemble de la planète se trouvait dans une situation écologique fragile et bouleversée. L'importance de cette interaction est aussi illustrée par la variabilité géographique des extinctions observées dans le registre fossile. Certaines zones plus éloignées de l'impact direct ou moins soumises à l'effet volcanique ont présenté des réponses différentes, suggérant que la combinaison des deux facteurs explique mieux la diversité des impacts observés. En résumé, loin d'être antagonistes, l'impact météoritique et le volcanisme du Décan ont convergé dans une synergie dévastatrice qui a remodelé la biosphère. Ce scénario composite offre une explication plus nuancée et complète de l'extinction du Crétacé paléogène, combinant violence immédiate et stress environnemental prolongé. Cette perspective ouvre la voie à une réflexion plus large sur les risques multiples auxquels peut faire face notre planète et sur la manière dont différents phénomènes peuvent s'additionner pour créer des crises majeures. Dans les sections suivantes, nous analyserons pourquoi certains groupes biologiques ont survécu à ces événements dévastateurs, tandis que d'autres ont totalement disparu, marquant une véritable grande panne évolutive. La grande extinction du Crétacé paléogène, souvent appelée la grande panne évolutive, représente un épisode majeur de rupture dans l'histoire de la vie sur Terre. Pourtant, cette extinction massive n'a pas anéanti toute forme de vie. Plusieurs groupes d'organismes ont réussi à traverser cette crise titanesque, que ce soit sur Terre ou en mer, engendrant un nouveau souffle à la biodiversité dans les époques suivantes. Comprendre pourquoi certains d'entre eux ont survécu, alors que tant d'autres ont disparu, demeure un des enjeux essentiels pour élucider les mécanismes de résilience biologique face aux catastrophes mondiales. Une des réponses clés réside dans la taille corporelle des espèces. La plupart des grands reptiles, comme les dinosaures non aviens, requéraient d'énormes quantités de ressources alimentaires dans un environnement soudainement appauvri et instable. Leur taille imposante faisait par ailleurs d'eux des animaux peu flexibles face aux contraintes rapides liées à la raréfaction des habitats et à la réduction de la productivité primaire. En revanche, les espèces de plus petite taille, notamment de petits mammifères, certains reptiles et oiseaux, ont bénéficié d'une empreinte écologique réduite et d'une certaine souplesse comportementale, ce qui leur a permis de subsister dans les niches disponibles, parfois très restreintes. La diversité des stratégies alimentaires a également joué un rôle déterminant. Parmi les survivants, on compte beaucoup de généralistes capables d'exploiter une large gamme d'aliments, comparés aux spécialistes dépendants de ressources spécifiques, plus vulnérables aux perturbations. Par exemple,
de petits mammifères, omnivores ou insectivores, ont pu persister grâce à leur capacité à s'adapter rapidement aux changements de disponibilité alimentaire, tandis que les grands herbivores ou carnivores spécialisés ont été fortement pénalisés. La reproduction et les cycles de vie ont aussi constitué des facteurs de résilience. Les groupes avec des cycles courts, une maturation rapide et un fort taux de reproduction avaient plus de chances de générer des populations stables ou croissantes, malgré le contexte défavorable. Les dinosaures non-aviens, caractérisés par un développement plus lent et des soins parentaux, n'offrirent pas les mêmes garanties biologiques. L'adaptabilité comportementale, combinée à la capacité de coloniser des habitats variés ou perturbés, a été une autre clé de survie. Certains oiseaux et mammifères ont pu occuper des niches écologiques temporairement vacantes, parfois dans des milieux marginaux où la compétition était réduite. De même, certains reptiles marins possédaient des adaptations physiologiques leur permettant de résister à des variations brutales de température ou à une faible disponibilité alimentaire. Enfin, la présence d'isolats géographiques ou de refuges écologiques a offert des sanctuaires à certaines populations. Des zones éloignées des zones directement touchées par l'impact ou en marge des émissions volcaniques ont offert des conditions plus clémentes et stables, favorisant la survie et le redémarrage des communautés vivantes. Cette combinaison de facteurs montre que la survie face à une crise d'ampleur mondiale est un phénomène multifactoriel, où biologie, écologie et géographie s'entremêlent intimement. Peut-on voir dans cette sélection rigoureuse un nouveau départ pour l'évolution, ouvrant la voie à l'essor des mammifères et des oiseaux modernes? Assurément, car cette grande panne a épuré les écosystèmes, mais a aussi créé l'espace évolutif nécessaire à l'émergence de nouvelles lignées florissantes. Ainsi, analyser pourquoi certains groupes ont survécu à cette extinction permet non seulement de mieux comprendre le passé, mais aussi d'éclairer la capacité d'adaptation et la résilience de la vie face aux changements majeurs. Cette réflexion sera au cœur des développements suivants, en particulier lorsqu'il s'agira d'explorer les survivants emblématiques du KPG et les dynamiques évolutives qui ont suivi cet événement historique. À la suite de la catastrophe écologique majeure qui a frappé la planète à la fin du Crétacé, un certain nombre de groupes d'organismes ont réussi à survivre, malgré les conditions extrêmes qui ont décimé la majorité des espèces, dont les fameux dinosaures non-aviens. Ces survivants, regroupant entre autres les ancêtres directs des oiseaux, les premiers mammifères véritablement diversifiés, ainsi que certains reptiles marins, représentent les témoins d'une résilience évolutive remarquable qui allait façonner les écosystèmes post-extinction. Tout d'abord, les oiseaux occupent une place unique parmi les survivants du KPG. Issus d'une branche des dinosaures théropodes, les premières formes aviaires étaient déjà présentes avant l'extinction, souvent caractérisées par de petites tailles corporelles, une agilité aérienne croissante et des adaptations pulmonaires sophistiquées. Ces traits leur ont permis, probablement, de se faufiler dans des niches écologiques variées, exploitant des ressources qui leur étaient accessibles, comme les insectes ou les graines, parfois dans des habitats perturbés que d'autres espèces terrestres délaissaient. Leur capacité à voler offrait aussi un avantage considérable pour échapper aux catastrophes locales et coloniser rapidement des territoires nouveaux ou désertés. En parallèle, les mammifères, jusqu'alors souvent relégués à des rôles marginaux durant le Mésozoïque, ont connu une véritable explosion évolutive suite à l'extinction. Ces petits animaux, principalement nocturnes et opportunistes, possédaient une grande plasticité physiologique et comportementale. Leur taille modeste leur permettait de survivre avec des ressources limitées et dans des abris diversifiés, terriers, cavités, forêts clairsemées. Tandis que leur mode de reproduction adapté à une maturation rapide
favorisait un renouvellement efficace des populations dans un environnement instable. L'extinction des grands prédateurs et herbivores a libéré des niches écologiques propices à un rayonnement évolutif fulgurant des mammifères, qui se diversifièrent en formes variées, des rongeurs aux primates. Enfin, certains reptiles marins ont également survécu à la crise. Par exemple, certains mosasaures, lézards marins de grande taille, ont persisté au-delà de la limite KPG, bien qu'ils aient fini par s'éteindre quelque temps plus tard. D'autres groupes, tels que les tortues marines et certaines lignées de crocodiliens, ont réussi à traverser cette période difficile grâce à leur écologie semi-aquatique ou marine et à leur régime alimentaire varié. Leur capacité à exploiter un environnement aquatique relativement protégé des bouleversements terrestres ainsi que leur résistance physiologique ont joué en leur faveur. Ces survivants partagent souvent des traits communs: une taille relativement petite, une grande flexibilité alimentaire, une capacité d'adaptation comportementale, des niches écologiques moins spécialisées et parfois une protection offerte par les habitats aquatiques ou syriens. Ces caractéristiques ont été déterminantes pour résister aux défis causés par la chute de la productivité primaire, l'instabilité climatique et l'effondrement des chaînes alimentaires. La compréhension des voies de survie et d'adaptation de ces groupes est essentielle, car elle révèle comment la vie peut traverser des crises majeures et s'organiser pour rebondir, constituant ainsi la base biologique des écosystèmes à venir. C'est à partir de ces lignées survivantes que se sont développés les écosystèmes modernes, avec l'essor progressif des oiseaux, des mammifères et d'une flore renouvelée, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire évolutive. La prochaine étape de notre exploration portera sur les changements dans la flore, avec notamment l'essor des angiospermes, ces plantes à fleurs qui, après la catastrophe, ont profondément transformé les paysages terrestres et leurs communautés vivantes. À la suite de l'extinction cataclysmique qui a balayé la Terre à la limite Crétacé-Paléogène, les communautés végétales ont connu des transformations profondes, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la vie terrestre. C'est notamment l'essor des angiospermes, les plantes à fleurs, qui se distinguent comme une révolution floristique majeure après la catastrophe. Ces plantes, déjà présentes avant l'extinction, ont su profiter de la disparition massive de nombreuses espèces végétales et animales pour se diversifier, coloniser de nouveaux habitats et remodeler les écosystèmes. Avant la catastrophe, la végétation était dominée par un mélange de gymnospermes, comme les conifères et cicadales, et d'une diversité croissante d'angiospermes. Mais cette dernière restait encore limitée dans sa dispersion géographique et son abondance relative. La crise écologique a détruit de vastes étendues forestières, perturbant durablement la composition et la structure des paysages végétaux. Immédiatement après l'extinction, les forêts ont été remplacées temporairement par des formations végétales pionnières, souvent dominées par des fougères et d'autres plantes sporeuses, capables de s'établir rapidement sur des terres perturbées. À mesure que les conditions environnementales se stabilisaient, les angiospermes ont amorcé une phase d'expansion spectaculaire. Leur succès s'explique par plusieurs avantages écologiques et évolutifs. Premièrement, leur reproduction par fleurs et fruits, souvent liée à des stratégies de pollinisation animale, leur a offert une capacité exceptionnelle à diversifier rapidement leurs descendants et à exploiter une grande variété d'habitats. Deuxièmement, leur système vasculaire sophistiqué et leurs feuilles évolutives ont permis une photosynthèse efficace, même dans des conditions climatiques variées ou plus difficiles. La diversification des angiospermes a ainsi favorisé la création de nouveaux habitats et niches écologiques, attirant et soutenant l'émergence d'une nouvelle faune. L'apparition de nombreux insectes pollinisateurs spécialisés
à renforcer cette coévolution entre plantes et animaux, enrichissant la biodiversité globale. Par ailleurs, l'essor végétal de ces plantes à fleurs a contribué à la formation de sols plus riches en matière organique, stabilisant le sol et facilitant la régénération des écosystèmes terrestres. Sur le plan paléontologique, les analyses de pollen fossiles montrent un pic important dans la diversité et l'abondance des angiospermes dans les siècles qui ont suivi la limite KPG. Ce phénomène s'accompagne d'une réduction des pollens de gymnospermes qui dominèrent longtemps les forêts préexistantes. Cette transition végétale témoigne d'un bouleversement écologique profond, aux conséquences durables pour la vie terrestre. L'essor des angiospermes après la catastrophe planétaire a ainsi préparé le terrain à une nouvelle ère écologique, caractérisée par des paysages plus diversifiés et par l'expansion d'une flore qui domine encore, aujourd'hui, la biosphère terrestre. Cette dynamique floristique rappelle combien la vie est capable de renaître et de se réinventer après des crises majeures, apportant un nouvel élan à l'évolution. Alors que nous avançons dans cette exploration, nous verrons que cette évolution floristique n'a pas manqué de susciter des débats et réévaluations scientifiques, car sa complexité reflète la richesse des interactions écologiques à la fin du Crétacé et au début du Paléogène. La compréhension de l'extinction du Crétacé-Paléogène, longtemps centrée autour de la théorie de l'impact météoritique de Chicxulub, a connu ces dernières décennies un certain rééquilibrage scientifique, marqué par des réévaluations et des controverses nombreuses. Cette complexité reflète la nature multifactorielle de cet événement et la richesse des données paléo-environnementales accumulées, qui incitent les chercheurs à confronter, nuancer et parfois remettre en question des aspects fondamentaux du scénario d'extinction. L'une des grandes sources de débat concerne le rôle respectif et la synergie entre l'impact extraterrestre et le volcanisme massif des trappes du Décan. Si l'impact de Chicxulub reste un marqueur global incontestable, des études récentes soulignent que l'intense activité volcanique pouvait, à elle seule, engendrer des perturbations climatiques prolongées, avec libération de gaz à effet de serre, acidification des océans et stress écologique important. Certains chercheurs vont jusqu'à proposer que le volcanisme ait initié un processus d'extinction avant même la collision, fragilisant suffisamment la biosphère pour que l'impact agisse comme le coup de grâce. D'autres défendent au contraire une vision où l'impact serait la cause principale, le volcanisme jouant plutôt un rôle secondaire. Par ailleurs, la chronologie précise de ces événements reste un sujet de recherche actif. Les progrès en datation radiométrique et en stratigraphie ont permis d'affiner la temporalité des coulées basaltiques du Décan, parfois avec des résultats divergents selon les méthodes ou les échantillons étudiés. Cette incertitude rend difficile la détermination de la séquence exacte entre phases volcaniques majeures et l'impact, mais suggère un chevauchement certain, voire une interaction dynamique entre ces crises. D'autres débats portent sur l'étendue réelle de la mortalité des dinosaures avant la limite KPG. Des analyses fossiles montrent parfois des signes d'un déclin progressif dans certaines régions, alimentant la question de savoir si des facteurs biologiques ou environnementaux indépendants ont déjà affaibli ces populations avant la catastrophe finale. Ce point remet en cause une extinction strictement instantanée, ramenant au centre l'idée de causes multiples et d'interactions complexes. Des controverses émergent aussi dans l'interprétation des impacts écologiques à plus petite échelle. Des régions ou habitats particuliers semblent avoir manifesté des réponses variables, avec des disparitions plus tardives ou des survies inattendues. Cette hétérogénéité biologique ponctuelle invite à repenser la notion même de extinction massive comme un événement uniformément abrupt.
favorisant une vision plus nuancée et régionale des effets de la crise. Enfin, des progrès considérables ont été réalisés grâce à l'intégration multidisciplinaire, combinant paléontologie, géochimie, modélisation climatique et études isotopiques. Ces croisements de données enrichissent la compréhension globale, mais soulignent également la complexité intrinsèque des processus naturels impliqués. Chaque nouvelle découverte, qu'elle concerne un microfossile, une anomalie chimique ou une modélisation numérique, alimente parfois la controverse, témoignant de la vitalité d'un débat scientifique en constante évolution. Ainsi, loin d'être un consensus figé, l'étude de l'extinction KPG est un terrain de recherche dynamique où s'entrelacent débats, réévaluations et avancées spectaculaires. Cette complexité fait écho à la nature même de la catastrophe. Un événement d'une ampleur et d'une diversité d'effets, telle que toute explication définitive, reste nuancée. Cette ouverture scientifique nous invite à réfléchir en profondeur, non seulement sur la nature de la crise passée, mais aussi sur les défis à venir pour comprendre les interactions complexes entre phénomènes géologiques, climatiques et biologiques au fil du temps. Dans les sections suivantes, nous verrons comment la disparition des dinosaures éclaire la résilience de la vie et ce que cette extinction monumentale nous enseigne pour notre avenir sur la Terre. La disparition soudaine et massive des dinosaures non aviens, à la limite Crétacé-Paléogène, constitue l'un des événements les plus dramatiques et emblématiques de l'histoire de la vie sur Terre. Pourtant, au-delà de la catastrophe, cet épisode offre une profonde leçon sur la résilience intrinsèque de la vie et sa capacité à surmonter des crises d'une ampleur extrême. Ce que révèle la disparition des dinosaures, c'est en réalité un testament vibrant à la robustesse et à l'ingéniosité des systèmes biologiques face à l'adversité. La première grande révélation tient à la notion même de résilience écologique. Bien que le choc ait entraîné la disparition d'environ 3/4 des espèces vivantes, la vie n'a pas seulement survécu. Elle s'est réorganisée, adaptée et renouvelée. Cette capacité à rebondir s'appuie sur plusieurs mécanismes fondamentaux. La diversité biologique initiale, même réduite, a permis à certains groupes d'espèces, souvent petits, généralistes ou écologiquement flexibles, de trouver refuge dans des niches encore viables. Leur plasticité comportementale et adaptative leur a offert un avantage crucial, leur permettant d'exploiter des ressources variées dans un monde transformé. Cette grande panne a également laissé place à une redistribution des rôles évolutifs. La disparition des dinosaures a libéré des espaces écologiques, ouvrant la voie à l'expansion de groupes auparavant minoritaires ou en marge, tels que les mammifères et les oiseaux. Leur radiation évolutive rapide après l'extinction illustre non seulement la capacité de récupération, mais aussi celle d'innovation biologique. La vie ne reprend pas simplement son cours là où elle avait été interrompue. Elle transforme profondément les écosystèmes, en donnant naissance à de nouvelles formes et interactions. De plus, cette extinction a mis en lumière la solidité des mécanismes fondamentaux de l'évolution. La sélection naturelle, la mutation, la dérive génétique et la migration. Ces processus ont continué leur œuvre dans un environnement bouleversé, démontrant que la dynamique évolutive est capable de s'ajuster à différentes échelles spatiales et temporelles pour maintenir la continuité de la vie. La résilience de la vie s'exprime également par la manière dont les écosystèmes se reconstruisent suite à la perturbation. Les successions écologiques post-extinction montrent une progression ordonnée, où des espèces pionnières colonisent les espaces ouverts, préparant le terrain pour des communautés plus complexes. Cette capacité de renouveau est un indice fort que, malgré leur fragilité apparente,
les systèmes vivants disposent de mécanismes d'autorégulation et d'adaptation puissants. Enfin, observer la disparition des dinosaures et l'explosion subséquente d'une nouvelle diversité biologique invite à réfléchir sur la nature cyclique des crises écologiques. L'histoire de la Terre est jalonnée d'extinction et de renaissance. Un cycle où destruction et création coexistent comme deux faces indissociables d'un même processus évolutif. Ainsi, la fin du Crétacé n'est pas seulement un souvenir de perte, mais un exemple poignant de la persistance, de la transformation et de la revitalisation de la vie. Elle nous incite à reconnaître que, malgré la précarité des équilibres naturels, la vie sur Terre possède une résilience étonnante, toujours prête à rebondir, s'adapter et trouver de nouvelles voies face aux défis. Cette compréhension éclaire notre regard sur le présent et l'avenir, soulignant l'importance de protéger et de soutenir cette résilience face aux menaces actuelles. Dans la section finale de cette exploration, nous verrons plus en détail ce que cette extinction nous apprend quant à notre futur sur Terre et comment les leçons du passé peuvent guider nos choix pour préserver la richesse et la continuité de la vie sur notre planète. L'extinction du Crétacé-Paléogène, KPG, survenue il y a environ 66 millions d'années, représente un des événements les plus profonds et les plus dramatiques de l'histoire biologique de notre planète. Elle nous offre aujourd'hui de précieuses leçons, non seulement sur la dynamique passée de la vie et des écosystèmes, mais aussi sur les défis auxquels notre Terre est confrontée à l'heure actuelle et dans le futur. Premièrement, cet événement historique illustre avec force la vulnérabilité intrinsèque des écosystèmes face à des perturbations rapides et massives. Qu'il s'agisse d'un impact météoritique d'une ampleur colossale ou d'un volcanisme intense affectant l'atmosphère, la biosphère peut être rapidement déséquilibrée par des phénomènes naturels majeurs. Ce constat nous rappelle que la stabilité écologique n'est jamais garantie et que des forces puissantes peuvent modifier en quelques années ou décennies ce que la vie a mis des millions d'années à construire. Deuxièmement, l'extinction du KPG démontre l'impact que peuvent avoir des changements climatiques soudains et majeurs, combinés à des modifications chimiques des océans et de l'atmosphère, sur la survie des espèces. Aujourd'hui, alors que l'humanité est elle-même à l'origine d'une perturbation rapide du climat via l'augmentation des gaz à effet de serre, cette période du passé nous met en garde. Elle souligne les risques d'un effondrement écologique causé par des altérations rapides des conditions environnementales, ainsi que l'importance de préserver les équilibres naturels que nous avons hérités. Troisièmement, la disparition des dinosaures et la survie d'autres groupes montrent la dynamique complexe de résilience et d'adaptation de la vie. Certains organismes, grâce à leur flexibilité écologique, leur taille plus réduite ou leur capacité à exploiter de nouvelles niches, ont pu passer à travers la crise, préparant le terrain pour de nouveaux cycles évolutifs et la diversification des espèces. Cette capacité d'adaptation, bien qu'efficace sur le long terme, n'est pas immédiate ni universelle. Elle invite à réfléchir sur la nécessité de protéger la diversité biologique actuelle pour maintenir cette résilience face aux défis futurs. Enfin, cette extinction révèle que les processus naturels peuvent être synergétiques. Des facteurs multiples peuvent s'additionner, amplifiant leurs effets au point de déclencher des catastrophes écologiques de grande ampleur. Aujourd'hui, en plein Anthropocène, l'accumulation de pression, destruction des habitats, pollution, réchauffement climatique, surexploitation pose un risque similaire, et la compréhension de l'histoire géologique nous enseigne l'importance d'un regard holistique sur ces menaces conjuguées. En clair, l'extinction du Crétacé-Paléogène
est plus qu'un événement lointain du passé. C'est une mise en garde, un rappel de la fragilité et de la complexité du vivant sur Terre. Elle nous incite à mieux comprendre les interactions entre la vie et son environnement, à respecter les équilibres naturels et à agir avec prudence et responsabilité. C'est aussi un témoignage vibrant de la capacité de la vie à se renouveler, offrant un message porteur d'espoir. Ainsi, en étudiant les origines et les conséquences de cette extinction, nous obtenons des clés essentielles pour anticiper et gérer les crises écologiques contemporaines et pour construire un avenir durable pour notre planète et ses habitants.